Bonsoir à toutes et à tous. Normalement, tout fonctionne bien. Bienvenue à l'Institut des relations internationales et stratégiques pour cette visioconférence qui s'intitule ce soir Chine, GAFAM, États-Unis, quelle autonomie pour l'Europe après le Covid-19. J'insiste sur la notion d'Europe, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est important du point de vue notamment stratégique après le Covid-19, mais aussi après le Brexit, me permettais-je d'ajouter. Alors, on a la chance d'avoir ce soir des intervenants de très bon niveau euh, pour, en, pour en débattre. Nous avons la chance de recevoir la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui est représentante des Français de l'étranger, qui est une très bonne spécialiste des questions militaires, des questions de défense, notamment à l'échelle européenne. Elle est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Nous accueillons aussi ce soir Édouard Simon, qui est directeur de recherche à l'IRIS, qui travaille sur les questions européennes du point de vue politique, géopolitique et stratégique, et Aïcha Xamiachar, qui est chercheuse à Sciences Po Paris et qui travaille sur toutes les dimensions technologiques, sur les GAFA et sur la souveraineté numérique notamment, donc qui maîtrise très bien tous ces sujets. Donc on a un panel d'intervenants qui est relativement large et qui se complète très bien sur l'ensemble de ces dimensions-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque intervenant aura 10 minutes d'intervention. Et puis, on ouvrira ensuite les questions à la salle virtuelle. J'essaierai de prendre le plus de questions possible, sachant qu'on on a eu 900 inscrits. Donc, pour ceux qui disent que l'Europe n'attire pas les foules, on a eu 900 inscrits ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'en prendre le plus possible dans la discussion postérieure. Si vous m'accordez juste une petite seconde liminaire, juste pour planter un petit peu le décor, j'ai deux commentaires à faire. Tout d'abord, ce qui m'intéresse ce soir, c'est en fait, on pourrait le formuler en quatre lignes directrices, quatre questions qui sont assez simples, mais à la fois relativement compliquées. C'est d'une part, en fait, quelles sont les dépendances de l'Europe? Formuler très simplement, quelles sont les dépendances de l'Europe dans les différents domaines qu'on va évoquer ce soir, que ce soit l'aspect politique, l'aspect géopolitique, l'aspect stratégique, l'aspect technologique ou l'aspect sanitaire. Deuxièmement, est-ce qu'on peut les résorber, ces dépendances, sur l'ensemble du spectre des différents domaines en question? Troisième question, est-ce qu'on veut les résorber? Est-ce que l'Europe souhaite les résorber? Ce n'est pas une question à laquelle on peut automatiquement répondre par l'affirmative. Et quatrième question, si on souhaite les résorber, pourquoi? Voilà vraiment pour moi les quatre lignes directrices. Ce qui est d'une part intéressant, c'est les deux premières questions sont en fait des questions strictement descriptives, en fait, ce sont des questions analytiques, c'est-à-dire très précisément d'essayer de décrire quelles sont concrètement les dépendances du point de vue tangible, au lieu de dire l'Union européenne doit être un acteur global, doit être un acteur géopolitique. Tout d'abord, très concrètement, quelles sont exactement les dépendances en question? Et les deux dernières questions sont davantage des questions en fait qu'on peut appeler normatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, pas uniquement l'état des lieux, pas uniquement qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on souhaite faire. Parce qu'on a souvent tendance à dire il faut une autonomie stratégique, il faut que l'Europe soit un acteur indépendant sur la scène mondiale, très bien, mais une fois qu'on a dit ça, comment et pourquoi? S'il s'agit d'envoyer le haut représentant pour les affaires étrangères à Moscou et que les choses ne se passent pas comme prévu, concrètement, quel est le plan B? Qu'est-ce qu'on fait? Si il s'agit pour la Commission européenne de contrôler les exportations de vaccins, très bien, mais si ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Si on propose à l'Ukraine un accord d'association et que ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement une question de dire l'Europe doit être un acteur géopolitique autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que visiblement, à la fois la tentative de Joseph Borrell récemment en Russie
comme la tentative de la Commission européenne sur les exportations de vaccins, en fait, incarne concrètement cette ambition d'être un acteur géopolitique. Donc, est-ce que si ça ne fonctionne pas correctement, est-ce qu'on a un plan B? Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est qu'en fait, toutes les différentes dimensions qu'on va évoquer ce soir sont complémentaires. C'est-à-dire que avoir une autonomie stratégique sans avoir une autonomie technologique, c'est compliqué. Avoir une autonomie géopolitique sans avoir une autonomie politique, c'est compliqué aussi. Donc en fait, l'ensemble de ces différentes dimensions se complètent et se renforcent entre elles. Si vous proposez un accord d'association à l'Ukraine avec un angle de vue qui est strictement économique et commercial, sans prendre en compte les aspects géopolitiques ou stratégiques, ça ne va pas forcément fonctionner. Si vous avez un angle de vue qui est strictement sanitaire et que vous cherchez à défendre les intérêts de l'Union européenne en contrôlant les exportations de vaccins sans prendre en compte la situation politique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ça ne va pas forcément fonctionner. Si vous êtes le représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne et que vous allez à Moscou avec une politique de la main tendue du point de vue stratégique, du point de vue géopolitique vis-à-vis de la Russie, mais sans avoir le sens politique ou le flair politique pour se dire si ça se passe mal, concrètement, qu'est-ce que je fais dans cette conférence de presse, par exemple, où les médias ont considéré que le haut représentant de l'Union européenne s'était fait un peu marcher sur les pieds par Sergei Lavrov. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes Javier Solana, dans cette position-là, est-ce que vous essayez de réorienter la conférence de presse vers, par exemple, les engagements qu'avait pris la Russie, mais qu'elle n'a pas respectés, de manière à ce que les retombées médiatiques ne soient pas forcément à sens unique, qui consisterait à dire, en fait, l'Union européenne a été humiliée sur le plan stratégique, mais plutôt qui permettrait de mettre l'accent sur les éventuels manquements de la Russie à ses engagements internationaux. Donc voilà, l'ensemble de ces dimensions sont extrêmement complémentaires. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des intervenants qui sont en mesure de mettre un peu les mains dans le cambouis et de regarder précisément sur l'ensemble de ces différentes dimensions quelles sont les dépendances, comment est-ce qu'on peut les résorber et comment en fait elles se complètent et se renforcent. Je vais donner la parole tout d'abord à Hélène Conway-Mouret pour 10 minutes d'intervention. Puis à Édouard Simon sur les questions politiques, stratégiques, géopolitiques, et ensuite à Efek Zamiachar sur les questions davantage technologiques. Et on essaiera de voir, à partir de tout ça, concrètement quelles sont les dépendances, est-ce qu'on peut les résorber, est-ce qu'on souhaite les résorber, si oui, pourquoi et comment. Hélène Conway-Mouret, je vous laisse la parole. Merci Olivier, c'est bon? Tout va bien, on vous entend très bien. Bien, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier l'IRIS pour cette invitation, saluer les autres intervenants et puis tous celles et tous ceux qui participent à cet échange virtuel pour parler d'autonomie. Alors moi, j'aurais utilisé dans le terme, j'étais une bonne élève, hein, j'ai pris le titre que vous nous avez présenté et essayé un petit peu de faire le tour pour c'est-à-dire planter le décor et permettre peut-être d'aller plus précisément avec nos deux spécialistes et par le biais des questions qui nous seront posées sur des points spécifiques que vous avez déjà mentionnés, Olivier. Donc, moi, juste ce petit regret, je serais allée jusqu'à utiliser l'autonomie stratégique, puisque pour moi, la stratégique rehausse en fait l'importance de l'autonomie parce qu'elle s'inscrit dans le long terme d'abord. On parle de stratège et nous aide à nous éloigner finalement des questions, des affaires courantes pour justement traiter des affaires internationales et des affaires plus importantes. Mais en même temps, je sais que, et pour l'avoir vécu moi-même il y a 2 ans dans un rapport parlementaire que j'ai pu faire sur la défense européenne, où nous avions un grand dilemme, à savoir est-ce que nous oserions utiliser le terme d'autonomie stratégique dans notre titre, et c'est ce que nous avons fait, le défi de l'autonomie stratégique, qui est un vilain mot dans la bouche d'un grand nombre de nos partenaires européens, quand les Français sont parfaitement à l'aise avec ce terme, comme nous sommes à l'aise avec le terme de souveraineté européenne, d'Europe puissance. Ce sont des termes qui demeurent controversés en dehors de l'Hexagone, notamment sur notre flanc
nordique. Là, nous savons parce que nos partenaires européens sont un petit peu réticents à une intégration que nous aimerions, notamment politique, mais qui irait jusqu'à la fiscalité. Et puis l'Europe orientale et centrale qui, eux, quelque part, ils voient une atteinte à leur souveraineté. Et d'avoir une souveraineté européenne, finalement, limiterait leur souveraineté nationale. Et c'est dans cet étang-là que, finalement, ils ne sont pas très allants sur le sujet. Alors, moi, j'ai été très heureuse de voir que nous avons une présidente de la Commission européenne qui a annoncé dans un certain nombre de ses discours, j'ai un petit peu regroupé finalement le sens de ses propos, où elle annonce que finalement l'Europe aujourd'hui eh bien, est sortie, elle l'a utilisé dans un discours, de ses origines économiques et technocratiques. Désormais prête à assumer et renforcer sa puissance, ce qui va bien sûr dans le sens de ce que la France revendique, de ce que nous défendons, même si il faut quand même savoir que nous restons assez seuls à pousser cet élément-là. Alors, maintenant, bon, besoin d'autonomie. Bon, alors on enlève le terme stratégique qui peut agacer certains. Pour moi, aujourd'hui, est quand même le résultat d'une très lente prise de conscience globale qui a commencé avec le vote du Brexit, qui a été le premier électrochoc au niveau, en tout cas, de l'Union européenne, il y a 6 ans. La présidence Trump, qui pendant 4 ans a bousculé l'Europe, qui pensait être sous le parapluie américain, être parfaitement protégé, être l'allié stratégique des Américains et qui s'est retrouvé un peu insulté, bon, avec un style de présidence que l'on connaissait à Donald Trump, qui a quand même un jour dit que nous étions quand même l'ennemi économique des Américains. Donc il est allé très loin. Et puis, dernier élément, la crise sanitaire qui est accompagnée d'une crise sociale, d'une crise économique. Et je crois que comme le dérèglement climatique qui nous touche tous aujourd'hui, finalement nous met à l'épreuve collectivement, individuellement, mais où on se rend compte que nous sommes tous trop petits et trop faibles finalement pour eh bien, faire face à ces défis-là. Donc, ces crises à répétition ont à la fois exposé les faiblesses que nous connaissons malheureusement, mais également les dépendances. Et là, Olivier, je vais sur le terrain sur lequel nous avons invités, vis-à-vis d'autres pays. Donc, autant nous avons vu avec le Brexit que notre unité nous permet en fait d'être forts et de résister à ce que les Anglais ont fait jusqu'à la dernière semaine, voire les derniers jours, c'est-à-dire de diviser l'Europe et de réussir à finalement avoir un accord qui allait plus dans le sens de ce qu'ils cherchaient en comptant sur notre division. Nous sommes restés unis. Et en même temps de montrer que nous sommes capables de faire des choses. Nous avons aujourd'hui un plan de relance au niveau européen, nous avons une coopération médicale, voilà. Mais tout ça reste quand même très fragile, mais moi je dirais que nous avons pris conscience collectivement d'une certaine mutation, en tout cas dans le contexte international et planétaire qui nous bouscule sans cesse, et qui de fait nous interroge sur notre place et sur notre rôle dans le monde. Alors, la France a un petit peu cette arrogance qu'on nous donne, à savoir que nous pensons que nous sommes indépendants, que nous sommes autonomes, mais en fait, cette autonomie pour nous, je crois, signifie une interdépendance. L'autonomie pour nous, c'est une capacité à agir. Alors, il est vrai que sur le plan européen, alors je parle là du continent, à l'exception des Britanniques, nous sommes les seuls finalement sur le plan militaire à avoir cette autonomie parce que nous avons une armée complète, qui va jusqu'à la dissuasion nucléaire et une armée qui est capable en effet de projection comme de défense du territoire, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Et c'est un élément qui est très très important et qui nous amène finalement à assumer cette capacité à dire non, nous l'avons dit pour la guerre en Irak, et aujourd'hui de montrer que vis-à-vis de l'allié américain,
eh bien, nous voulons compter. Nous voulons compter comme un partenaire stratégique, comme un allié suffisamment fort qui fait que les Américains, en fait, nous feraient confiance pour aller sur des terrains extérieurs, ce qui est le cas aujourd'hui encore en Syrie ou en Afrique. Voilà, donc voilà où je pense où nous en sommes aujourd'hui collectivement sur le continent européen. Maintenant, dans votre titre, vous parlez de la Chine, GAFAM et États-Unis. Alors, bien sûr qu'il faut que ce continent européen se place par rapport au poids de la Chine grandissant, des GAFAM absolument énormes et des États-Unis qui ont été en retrait depuis quelques années, en tout cas sur le plan géomilitaire, géostratégique, mais qui peut-être avec la nouvelle présidence américaine, et on le voit, commence à revenir dans les instances internationales et finalement rééquilibrer un petit peu tout cela. Alors, d'abord, la première chose dont nous sommes tous conscients, c'est que les Américains se sont éloignés de l'Europe, pas simplement avec Donald Trump, qui l'a fait de façon un peu plus brutale que ses prédécesseurs, mais c'était déjà engagé. Et aujourd'hui, je crois que malheureusement, il y a un consensus au niveau européen qui se détache sur le fait que les Américains ne reviendront pas comme ils l'étaient auparavant. Et que donc, cette dépendance que nous avons eue, en tout cas militaire, et nous avons intérêt aujourd'hui à assumer notre force, qui est importante, mais que nous n'avons jamais réalisée, en tout cas sur le plan militaire, et de construire finalement à la fois une défense européenne avec un marché européen qui est très important et qui est, nous sommes quand même, il faut le savoir, le meilleur client des États-Unis. Et cette propension à devenir un allié fort et stable pour les États-Unis, mais pas forcément l'allié qui va s'engager immédiatement dans tous les conflits dans lesquels les Américains souhaiteraient aller. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important, avec toutefois, et on voit bien que l'élection de Joe Biden a fait que les Allemands qui s'étaient engagés et qui avaient glissé dans les discours, notamment d'Angela Merkel, justement vers plus d'autonomie européenne, voire le SPD vers une armée européenne et ainsi de suite, on voit que cette élection, finalement, a fait qu'en Allemagne, il y a un rééquilibrage entre ceux qui continuent à compter sur la relation transatlantique comme étant celle qui prime surtout, et d'autres quand même qui restent dans cette logique qui a été engagée. Bien. Maintenant, pour la Chine. Alors la Chine, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord parce que on voit un pays, et moi j'ai vu un changement au fil des visites que j'ai pu faire et des autorités chinoises que j'ai pu rencontrer au fil du temps, une Chine qui s'affirme aujourd'hui comme souhaitant restructurer la gouvernance mondiale pour faire émerger finalement un nouveau type de relations internationales dont il déciderait des règles. Pour cela, elle y met les moyens, puisqu'il faut savoir quand même qu'en 5 ans, elle a doublé son budget qui est alloué à la diplomatie. Elle renforce sa présence dans toutes les instances internationales. Il faut quand même savoir que sur 15 agences des Nations Unies, elle a réussi à décrocher 4 présidences et 10 vice-présidences. Et 6 vice-présidences, ce qui fait quand même 10 sur 15. C'est pas mal comme présence. Elle a aussi profité de l'absence des États-Unis, puisque ceux-ci se sont retirés avec Donald Trump, qui était contre le multilatéralisme. Mais là, et une Chine qui a déjà investi depuis près d'une vingtaine d'années dans le soft power. Elle n'est pas agressive. Elle a dépensé énormément d'argent il y a une vingtaine d'années pour faire fleurir partout des instituts Confucius, pour envoyer des étudiants dans toutes les universités occidentales, pour mettre à niveau la jeunesse chinoise. Et aujourd'hui, on voit 20 ans plus tard que cela paye, puisque tous ces jeunes qui sont partis il y a 20 ans aujourd'hui enseignent dans des universités chinoises. On a de moins en moins
d'étudiants chinois. Et puis, envoie aussi à l'étranger un certain nombre de diplomates. Moi, j'ai deux ambassadeurs de Chine qui m'ont dit qu'ils étaient des combattants chinois au service de leur pays. Bon, c'est pas le terme normalement utilisé en diplomatie, mais c'est la façon dont ils sentent leur mission, en tout cas auprès de l'Occident. Bon. Ensuite, c'est un pays qui aujourd'hui, je crois, désormais est prêt à utiliser des investissements technologiques et militaires pour renforcer son influence politique. Bon, on n'a pas de positionnement agressif, à l'exception peut-être du domaine maritime de la part de la Chine, mais c'est un pays qui a été sous embargo de vente d'armes après 1989 et le drame de la place de Tiananmen, mais qui aujourd'hui, finalement, a des dépenses militaires qui sont passées de 1% à 14% des dépenses mondiales et qui espère en 2050, c'est-à-dire bientôt, être à hauteur de ce que les États-Unis peuvent déployer comme force militaire dans le monde, puisque on sait que la Chine sort l'équivalent de l'armée française pratiquement tous les ans. Voilà. Ensuite, c'est un pays qui finalement fait montre d'une grande patience, qui déploie ses routes de la soie. Il y a un excellent rapport qui a été fait au Sénat il y a 2 ans par mes collègues. Il faut regarder les cartes qui sont dans ce rapport, et cette année, ils souhaitent s'intéresser à nouveau à ces routes pour voir exactement où les connexions se sont faites, et notamment sur le continent européen qui nous intéresse. Alors, ce n'est pas simplement des ports, des aéroports ou des infrastructures de transport qui aujourd'hui sont déployées. On voit que ça va beaucoup plus loin dans l'immatériel, puisque les questions de coopération douanière, policière, juridique. Et puis, ce qui est insidieux, et là, quand on parle de dépendance, je crois que c'est quelque chose de très grave dont il faut que nous prenions conscience assez vite. Eh bien, ce sont les normes internationales qui sont utilisées. Alors, jusqu'à présent, les Américains s'imposaient et les imposaient. Bon, il y en a quelques-unes qui ne nous vont absolument pas, mais voilà, c'était celles qui étaient utilisées. Mais si demain, la Chine est en capacité, par sa puissance militaire, financière et autres, d'imposer ses normes au niveau international, je crois que là, en matière de dépendance, elle sera totale. C'est-à-dire que nous serons sous le joug de la façon dont les Chinois voient ou imaginent le monde se gérer, les échanges se faire, qui devront, pour la plupart, passer par eux. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui utilise à la fois les leviers économiques dont elle dispose pour faire pression sur la politique étrangère européenne, et on le voit, je reviens à nos amis allemands qui sont pris aujourd'hui dans un dilemme terrible, d'un côté entre les menaces de sanctions commerciales des États-Unis qui souhaitent les imposer à tous les pays qui utilisent Huawei, et les Chinois de l'autre côté, qui aussi émettent les mêmes représailles envers l'Allemagne, qui a des intérêts colossaux en Chine. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, la puissance financière de ce pays fait que nous avons un basculement avec aussi un autre élément, mais là peut-être que nous y reviendrons dans le débat, d'une Chine qui est en capacité aujourd'hui d'avoir la mainmise sur les minerais et notamment les terres rares, dont tous les pays auront besoin à l'avenir s'ils veulent fabriquer des microfilms, des nanos, voilà, et ainsi de suite, et qui aujourd'hui sont quand même partagés, mais de plus en plus tombent sous la coupe des Chinois. Si demain, les Chinois sont les seuls en capacité de produire tous ces éléments dont nous aurons besoin, et même si nous sommes en capacité de les fabriquer, nous dépendrons complètement de
puisque nous savons tous combien ils sont infiltrés, notamment en Afrique, et ont mis la main sur les ressources naturelles. Je finirai très très vite. J'en suis à mes 10 minutes ou pas, parce que j'avais mis le compteur et puis finalement, oui, oui. Je termine alors 2 mots avec les GAFAM. Aujourd'hui, les GAFAM, c'est une force financière là aussi qui est immense, qui eh bien, c'est inséré dans nos vies, puisque ce soir, nous sommes tous devant nos écrans, avec là aussi une réalisation au niveau européen que nous pouvons avoir Ericsson et des sociétés européennes qui sont capables de produire beaucoup de choses. Et pourtant, quand l'année dernière, nous avons été forcés tous de vivre connectés les uns aux autres par le biais de l'Internet et des supports, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous dépendions des Américains. Bon, jusqu'à présent, nous avons peut-être accepté que ceux-ci espionnent, nous écoutent et piratent nos données. Demain, ce sont les Chinois qui, par le biais de Huawei, proposent de faire la même chose. Et je finirai simplement par cette anecdote d'une ministre chinoise très haut placée qui était sous le choc de ne pas comprendre pourquoi l'Occident, notamment l'Europe, n'acceptait pas la 5G. Et elle m'a dit très, très, très justement, mais vous avez accepté que les Américains contrôlent vos vies, et pourquoi pas nous? Ils proposaient de faire la même chose, mais on était résistants aux Chinois alors que nous avions accepté les Américains. Voilà, c'est voilà, pour vous faire sourire en guise de conclusion, et pardon d'avoir été si longue. Merci infiniment, Hélène, c'était très riche. C'était un tour d'horizon très, très, très complet. J'ai déjà beaucoup de questions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les recueillir et puis je les poserai ensuite. Je retiens notamment 2 points très, très importants. Le premier, c'est que l'autonomie stratégique n'est pas uniquement un concept, c'est une capacité à agir et parfois à ne pas agir. C'est-à-dire que nos amis européens ont parfois tendance à penser que la France est une nation un peu trop intellectuelle et qu'elle ne se soucie pas de l'intendance. Elle produit les idées, puis l'intendance suivra. Mais en l'occurrence, l'autonomie stratégique, comme vous l'avez rappelé dans le contexte du discours de Dominique de Villepin, c'est parfois une question de agir ou de ne pas agir et d'avoir la capacité à agir ou à ne pas agir. Deuxième point très important sur la notion d'autonomie. Vous l'avez conceptualisé comme quelque chose d'ouvert et non fermé, comme quelque chose en gros qui consisterait à dire que nos alliés peuvent compter sur nous pour pouvoir agir ou ne pas agir en l'occurrence en fonction des circonstances. Et peut-être, on y reviendra peut-être avec Édouard, en fait, la distinction entre la notion d'autonomie et la notion de souveraineté. Peut-être que cette notion d'autonomie est plus ouverte que la notion de souveraineté européenne, qui elle est peut-être plus fermée. J'ai eu beaucoup de questions dans le chat qui portent en fait sur la manière de faire accepter à nos partenaires européens, y compris ceux qui ne sont pas forcément convaincus de la notion d'Europe puissance, voir qui sont un peu plus atlantistes, comment faire accepter ou faire comprendre cette notion. Mais on y reviendra ensuite. Et sur les questions sur la Chine, sur la question des normes et des métaux rares, on y reviendra également sans doute à la fin avec Aïcha Gizamiacha. En attendant, Édouard, je te passe la parole sur les questions politiques, stratégiques et géopolitiques. Merci beaucoup, Olivier, et merci de me faire participer à ce panel et qui est vraiment riche, et je souscris bien sûr à ce qui a été dit par la sénatrice Conéo Mouret. Moi, je voudrais juste commencer mon propos par en fait rebondir sur quelque chose que tu viens de dire qui me semble très juste et que je voulais préciser, c'est que on a abordé la question de l'autonomie stratégique européenne sous l'angle de la question des dépendances, mais la question de l'autonomie stratégique, c'est pas seulement une question de dépendance ou de non-dépendance, c'est effectivement aussi une question de capacité à agir. De capacité à agir et de capacité à choisir d'agir ou de ne pas agir. Et ça se construit. Construire l'autonomie stratégique européenne, ce n'est pas seulement décider d'agir sur telle ou telle dépendance vis-à-vis de pays tiers, c'est aussi construire les conditions politiques pour que nous arrivions à faire des choix au niveau européen
ce qui est généralement le principal problème que nous avons en Europe, c'est que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un niveau, disons, ambitieux. Et donc, c'est relever ce niveau d'ambition, pour reprendre une phrase que j'aime beaucoup de Michel Barnier, qu'il cite souvent, c'est « il faut relever la ligne d'horizon ». Et je pense que c'est vraiment ça l'ambition qu'il y a derrière ce débat de l'autonomie stratégique européenne. Et pour essayer d'éclairer les questions tout à fait pertinentes que tu posais dans ton introduction, moi je vais essayer de répondre à 3 questions qui sont volontairement provocatrices. 1, c'est faut-il se débarrasser de la commission géopolitique? 2, est-ce qu'il faut se débarrasser du concept d'autonomie stratégique européenne? Et la 3e question, c'est finalement, faut-il construire l'autonomie stratégique européenne uniquement avec des volontaires, c'est-à-dire faut-il se débarrasser des Européens qui ne sont pas d'accord avec la notion d'autonomie stratégique européenne? Donc, ces 3 questions qui sont volontairement provocatrices. Est-ce qu'il faut se débarrasser de la commission géopolitique? Tu l'as rappelé, là, en moins de 3 semaines, en fait, la Commission européenne qui se proclame elle-même géopolitique s'est mise dans une situation qui est compliquée. Et puis, c'est pas n'importe qui au sein de la Commission. C'est tout d'abord la présidente de la Commission qui se retrouve dans l'œil de la tempête sur cette question de contrôle des exportations du vaccin. Et effectivement, c'est un acte qui tend à faire, qui a la volonté de faire de l'Union un acteur qui est capable de taper du poing sur la table face à un acteur privé qu'il suppose ne pas être de bonne foi, cela étant menacé le processus de paix irlandais, parce que c'est ça qui était en jeu, et le potentiel rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes, ça c'était une erreur et une véritable erreur politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as rappelé, c'est le voyage désastreux, si on peut, je pense qu'on peut utiliser ce terme, de Josep Borrell, donc notre ministre des Affaires étrangères de l'UE, qui est tombé dans un piège que lui avait tendu Lavrov. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, bien sûr, après ces 2 épisodes, on va trouver des députés européens, tantôt estoniens, tantôt ailleurs, pour appeler à la démission, que ce soit d'Ursula von der Leyen, que ce soit de Josep Borrell, ou pour accabler la Commission européenne de tous les maux. C'est normal, enfin, je veux dire, c'est le jeu démocratique, l'Union européenne est une démocratie, la critique a sa place. Après, je pense qu'il faut raison garder. La Commission, elle se déclare géopolitique, et Josep Borrell nous a rappelé que les Européens devaient apprendre à parler le langage de la puissance. Or, il semblerait qu'en fait, ce conseil ou cette invitation de Josep Borrell, en fait, elle s'applique également à lui. Et on ne peut pas attendre aujourd'hui à ce que la Commission ou à ce que l'Union européenne se comporte du jour au lendemain comme un acteur géopolitique qu'elle n'a jamais été. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de comprendre, c'est que nous sommes, pour construire une autonomie stratégique européenne, c'est un processus. C'est un processus d'apprentissage, dans lequel il y aura des erreurs. Et il faut l'accepter. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il faut reconnaître que oui, c'était des erreurs, mais ces erreurs, finalement, on les a rattrapées. Et que ce soit dans le cas de Ursula von der Leyen ou dans le cas de Josep Borrell, on n'est pas face à des erreurs qui mettent l'Union européenne dans une situation stratégiquement extrêmement délicate. Et je pense que c'est très important de garder ça en tête, parce que, me semble-t-il, plus que jamais, on a au contraire besoin d'une commission et d'une union géopolitique, et d'une union européenne qui s'affirme comme un acteur international à part entière. Hélène Conway-Mouret évoquait tout à l'heure le duel Chine-États-Unis. Face au duel Chine-États-Unis, la place de l'Europe, elle dépend de sa capacité à affirmer une autonomie stratégique européenne. Je ne veux pas dire que l'Europe va s'affirmer comme un pôle équidistant des États-Unis ou de la Chine, ça n'aurait pas de sens. Mais est-ce que la politique chinoise de l'Europe doit être calquée sur celle des États-Unis?
Probablement pas. La relation que l'Europe a avec la Chine est beaucoup plus complexe que cette nouvelle guerre froide ou ce narratif de nouvelle guerre froide qu'on veut nous imposer. On se souvient beaucoup de la communication de la commission de 2019 justement sur la Chine. Et on se souvient beaucoup de cette expression qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque la commission traitait la Chine de rival systémique. Ce qu'on oublie généralement, c'est que dans la même phrase, la commission précise que la Chine, c'est aussi un partenaire, c'est aussi un concurrent, mais c'est une relation qui est infiniment plus complexe que celle de juste une relation de rivalité. Et donc, on ne doit pas se retrouver en position de devoir avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. Donc, l'autre raison pour laquelle la Commission géopolitique et l'Union européenne comme acteur géopolitique doit s'affirmer, me semble-t-il, c'est, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez, c'est la multiplication des crises dans notre voisinage. Qu'on regarde à l'est ou qu'on regarde au sud, je veux dire, il y a le feu pratiquement partout à nos frontières. On a des crises qui se sont multipliées partout. On n'est pas intervenu partout et on pourra en revenir. On pourra revenir là-dessus. Il me semble que on a perdu une partie de la promesse initiale de la PSDC qui était plus jamais la Yougoslavie. C'était ça quand même l'origine de la politique de sécurité et de défense commune. C'était plus jamais une situation comme la Yougoslavie. Or, qu'est-ce qui se passe dans le Haut-Karabakh? C'est le retour de la guerre, de la vraie guerre, ce qu'on appelle la haute intensité, avec des vrais combats, des vrais morts, des vrais militaires et des vraies opérations militaires. Et les Européens n'ont pas fait grand-chose. Donc, oui, on a besoin d'avoir une commission géopolitique. Maintenant, est-ce qu'il faut se débarrasser du concept d'autonomie stratégique, du concept d'autonomie stratégique européenne? Et je pense que cette question, elle se pose à la lumière de la joute qu'il y a eu, de la joute verbale qu'il y a eu entre le président français et la ministre de la Défense allemande, qui parlait de l'illusion d'une autonomie stratégique européenne. Simplement, je pense qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des présentations un peu simplistes et ne pas réduire cet échange, cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Annegret Kramp-Karrenbauer et ne pas se dire que ça résume la relation franco-allemande ou que ça résume l'accord franco-allemand sur ces questions. Généralement, on a quand même observé, alors qu'auparavant, il y avait une grande divergence de vues de la part des Français et des Allemands sur cette question de la nécessité de construire une autonomie au niveau stratégique, au niveau international. Aujourd'hui, on a plutôt un consensus, et ce que pointait Akaka était plutôt le fait de mettre complètement les États-Unis dehors du continent européen, ce qui n'a jamais été la volonté de la France. Je veux dire, le président Macron n'a pas l'intention de sortir de l'OTAN et n'a jamais évoqué la nécessité de quitter l'OTAN ou de se débarrasser des Américains dans l'architecture de sécurité européenne. Au contraire, le point de la France est de bâtir, disons, une réponse européenne qui permette d'avoir un meilleur burden sharing, partage de fardeau, aussi au sein de l'Alliance Atlantique. Et donc, finalement, on a un accord franco-allemand sur ces questions. On a eu un déplacement, me semble-t-il, du débat entre la France et l'Allemagne d'un côté, et maintenant c'est plutôt entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, et comme le faisait remarquer la sénatrice Conway-Mouret, effectivement, il existe disons, pas un consensus tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, entre, je dirais, une Europe occidentale ou une vieille Europe et l'Europe nordique, l'Europe centrale, l'Europe orientale, l'Europe des pays baltes également. Et se pose la question de savoir si finalement il y a un problème avec le concept d'autonomie stratégique européenne. Est-ce que c'est un irritant? Est-ce qu'il vaudrait mieux parler de souveraineté européenne? Puisque c'est quand même quelque chose qu'on entend pas mal en ce moment en France. Il ne faut plus parler d'autonomie stratégique européenne, il faut parler de souveraineté européenne. C'est un irritant, l'autonomie stratégique européenne.
il me semble que potentiellement pour les Français, ça peut s'appliquer. On a peut-être intérêt à moins utiliser le concept d'autonomie stratégique européenne dans les mots. Cela étant, il ne faut surtout pas le lâcher au niveau européen. Parce qu'on a commencé à construire des choses avec l'autonomie stratégique européenne. Vous le trouvez dans les textes européens. Je veux dire, on a activé la coopération structurée permanente, on a créé, dans le domaine militaire, on a créé un fonds européen de défense. C'est quand même la première fois que l'Union européenne va financer des capacités militaires. Il y a un certain nombre d'initiatives qui, aujourd'hui, ont pour objectif de renforcer l'autonomie stratégique européenne. Alors, ça commence à se concrétiser. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ce dont on s'est rendu compte, me semble-t-il, et ça va répondre en partie à la troisième question que j'ai posée. Il me semble que le principal problème, il n'est pas tellement sur le concept, il est sur ce qu'on met derrière. Et ce qui pose problème aux Polonais, par exemple, puisque c'est les plus, disons, en doute sur cette question d'autonomie stratégique européenne, c'est pas tellement le concept en lui-même, c'est ce qu'on met derrière. Oui, il y a la question de la relation avec les Américains, mais il y a aussi le concept de la relation avec la Russie derrière. Et quand, dans la même séquence politique, le président français pousse l'autonomie stratégique européenne, mais parle de la mort cérébrale de l'OTAN, ce qui a besoin d'être, pour des raisons dont on pourra reparler, ce qui ne visait pas, encore une fois, à faire partir les Américains du continent européen, et que un peu plus tard, sans concertation aucune avec ses partenaires européens, il relance une politique de la main tendue vis-à-vis de la Russie. À ce moment-là, on n'a pas une machine, on n'a pas un mécanisme qui est là pour fabriquer de la confiance au niveau européen. Enfin, je veux dire, quand vous parlez avec des Polonais, quand vous parlez avec des Estoniens, quand vous parlez avec des Lettons, que vous leur demandez quelle est la principale menace pour vous, ça tient en 3 mots. C'est Russia, Russia, Russia. Donc, il faut prendre en compte, c'est vrai au niveau européen, mais c'est vrai aussi au niveau national, dans la manière dont on définit nos politiques étrangères, prendre en compte les sensibilités de nos partenaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'aligner sur la position polonaise quand on parle de la Russie, mais ça veut dire qu'on ne peut pas parler et mener une politique sur la Russie sans au moins en parler avec nos partenaires, sans au moins l'expliquer avant, a priori et pas a posteriori à nos partenaires. Et du coup, ça pose la question de est-ce qu'on doit construire cette autonomie stratégique européenne sans nos amis polonais, sans nos amis baltes, sans nos amis finlandais? La réponse, elle est évidemment non. Aujourd'hui, on est en train de construire au niveau européen, dans différents champs politiques, des items de souveraineté européenne. C'est vrai pour la monnaie, c'est vrai pour la défense. Le niveau qui fait sens, c'est l'Union européenne. C'est l'union des 27, peut-être des 28 demain, et espérons qu'elle intègre définitivement les Balkans un jour. C'est ce bloc continental qui doit faire sens et qui fait sens. Et me semble-t-il, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le pendant de la construction d'une autonomie stratégique, donc c'est le pendant externe, mais le pendant interne, c'est la question de la cohésion. C'est la question de la cohésion. Si on peut construire une armée européenne, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser, dans quel cas, pourquoi faire, pour porter quel message, à ce moment-là, elle ne sert à rien. Voilà, j'ai été trop long, je suis désolé, je vais m'arrêter là, mais c'était les 3 messages que je voulais passer ce soir. Merci infiniment, Edouard. Alors, ce que je retiens, bon, c'est très intéressant. Donc, pour reprendre un peu la formule de Michel Barnier sur la capacité à relever la ligne d'horizon, en fait, ton intervention montre que le souci principal vient du fait que nous avons parfois différentes lignes d'horizon avec nos partenaires européens, et parfois il y a certaines questions sur lesquelles on a quasiment 27 lignes d'horizon différents, et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait la quadrature du cercle? Effectivement, l'exemple de la Russie est très parlant. Une des solutions est effectivement peut-être de créer du consensus a priori plutôt que
d'y aller si on veut, comme si l'Union européenne était la 5e République, et puis de s'étonner ensuite des divisions derrière. Peut-être que sur l'autonomie stratégique, c'est la même chose. Deuxième point, tu disais que l'autonomie stratégique, ça se construit. Et effectivement, on oublie souvent lorsqu'on mentionne le discours de Dominique de Villepin et le refus d'intervenir en Irak, c'est qu'en fait, c'est aussi le résultat quand même de la construction d'une capacité industrielle, de capacité technologique, de compétences d'assez haut niveau qui nous permettaient à l'époque d'avoir accès à une imagerie satellitaire, à des informations qui étaient autonomes et qui nous ont permis ensuite de ne pas agir. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, et l'autonomie stratégique, c'est pas quelque chose qui se fera dans un claquement de doigts. Justement, sur ce premier aspect des différentes lignes d'horizon, j'ai beaucoup de questions dans le chat là-dessus. Un auditeur qui nous dit que la situation européenne lui fait penser aux cités-États de la Grèce antique. Comment faire si nous sommes divisés? Et est-ce que la répartition des pouvoirs entre le mandat européen et les pouvoirs souverains des États membres est aujourd'hui adéquate? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux du siècle? J'ai aussi cependant énormément de questions sur le versant technologique. Comment est-ce que l'Europe peut réguler les GAFA? Quelles règles est-ce que finalement l'Europe est en mesure de leur imposer? Est-ce que finalement l'Union européenne est le bon niveau? Est-ce que l'Union européenne a la masse critique pour imposer certaines normes qu'un État-nation ne serait pas en mesure d'imposer? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'émergence de géants du numérique en Europe, contrairement aux États-Unis et contrairement à la Chine? Joe Biden va-t-il protéger les GAFAM? Comment faire pour que l'Europe réussisse à créer un grand marché unifié du numérique? Bon, donc il y a énormément de questions là-dessus, énormément d'intérêt. Alors, je ne demande pas à Aïcha Guizem d'arriver à réussir à répondre à tout ça en 10 minutes, mais peut-être nous donner quelques pistes qu'on puisse ensuite, qui puissent nourrir notre réflexion sur les questions justement d'autonomie et de souveraineté européenne. Oui, merci beaucoup Olivier, et merci à Madame la sénatrice et Monsieur Simon, parce que je vais quand même reprendre certains éléments que vous avez déjà présentés, notamment l'anecdote de Madame la sénatrice sur, en fait, on a laissé les Américains entrer et contrôler nos vies. C'est tout à fait une vérité. Nous passons nos vies devant nos ordinateurs justement en ce moment. Et en fait, c'est une dépendance qui a été exacerbée par le Covid-19, ça c'est sûr. Et là, aujourd'hui, ce soir, on parle d'une transition après le Covid. Qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Donc, pour contextualiser, je vais introduire un autre élément qu'on n'a pas encore parlé de ce soir. C'est le contexte d'une transition verte et digitale. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas parler juste d'une transition digitale parce que la verte vient avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire la verte? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe au niveau international? Ce sont des questions très, très compliquées. On n'a pas forcément les réponses aujourd'hui. Mais pour commencer avec les questions d'Olivier, en fait, il y a notamment des dépendances vis-à-vis les géants numériques, ça c'est clair. Google, qui est considéré un peu un des gardiens de l'Internet, a aujourd'hui 90% de parts de marché en recherche en ligne. Amazon est devenu, avec le Covid, le premier site de vente en ligne. Mais c'est quoi l'image d'Europe sur la scène globale? En fait, l'Europe a une image plutôt régulatrice face aux États-Unis. En fait, la Chine, c'est pas moi de ce que je vois dans mon débat sur les nouvelles technologies et l'innovation, la direction de l'innovation en Europe, c'est plutôt la comparaison se fait avec les États-Unis en matière de régulation. Et là, on a une image d'Europe régulatrice face à les États-Unis innovantes. Et après, bien sûr, dans le contexte d'autonomie européenne, d'autonomie stratégique européenne, la question se pose pourquoi l'Europe n'a pas de GAFA, pourquoi l'Europe n'a pas des géants de numérique. Mais cette image régulatrice est parfois, en fait, négative et parfois positive, parce que quand on parle d'autres pays, d'autres, je veux dire, pas Europe, à part Europe, États-Unis et la Chine, en fait, en termes de régulation des géants numériques, il y a une tendance de se tourner vers l'Europe.
parce que notamment les États-Unis étaient je ne veux pas dire lente, mais plutôt inactif pendant des années, surtout en matière de antitrust, je veux dire les lois anti-monopole. Bien sûr, c'est aussi un choix politique parce que les géants sont américains, donc peut-être l'État américain n'avait pas vraiment la volonté politique d'aller contre ses propres entreprises, qui n'est pas du tout le cas en Europe. Donc, on voit par exemple même les pays en Asie comme Corée du Sud qui se tournent vers le modèle européen pour réguler les géants numériques. Donc, il y a vraiment une sorte de leadership, c'est aussi le langage qu'utilise la Commission européenne en termes de régulation. Mais ce rôle, est-ce que l'Europe veut assumer ce rôle? Ça, j'en suis pas sûre. Parce qu'en matière de régulation, premièrement, c'est clair que la nouvelle commission veut créer des géants européens en numérique. Mais je vais parler des enjeux dans ça dans quelques minutes. Et en matière de régulation, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on peut même parler d'une pollution de régulation, parce que pour réguler les GAFA, on a déjà beaucoup de propositions de loi, beaucoup de propositions de règlements qui se passent. Oui, le Digital Markets Act, le Digital Services Act. Il y a aussi des règlements qui sont déjà en vigueur, comme le règlement général sur la protection des données. Il y a aussi le e-privacy regulation qui arrive. Toutes ces régulations traitent à la fois les questions similaires et c'est un problème. C'est un grand problème pour les citoyens européens. Déjà, on doit penser aux citoyens européens aussi, qui se trouvent face à milliers de notices à chaque fois on va aller sur Internet et les formulaires de consentement, personne les lit en fait. Donc là, on a un grand problème là-dessus. Les entreprises ne sont pas claires de leurs responsabilités dans cette je veux dire, atmosphère de régulation. Et même les avocats, moi, je suis avocate à la base, et moi, je sais que même les avocats ont du mal à comprendre quelles sont les responsabilités pour les entreprises qu'ils représentent. Et pour le citoyen européen, c'est encore plus dur parce qu'on ne parle pas le lexique juridique. Et moi, je trouve ça d'être un grand problème à résoudre au niveau européen. Deuxièmement, est-ce qu'on peut créer les GAFA européens? Ça, moi, je trouve que là, il faut penser à la transition verte aussi, parce que déjà, il y a le pacte vert en Europe. Et au niveau mondial, il y a une concurrence en matière technologique. Donc, tout le monde veut créer des géants numériques globales, mais il n'y a pas une concurrence en matière de protection de l'environnement. Donc, et même la protection de l'environnement est vue comme un désavantage concurrentiel, parce que ça pose des limites sur qu'est-ce que ça peut faire l'industrie européenne, qu'est-ce que ça peut faire les géants numériques. Parce que si on veut être honnête avec les citoyens européens, si on veut vraiment protéger les valeurs européennes, non seulement dans les frontières européennes, mais aussi dans le monde, c'est-à-dire que on peut pas avoir de fuite de carbone, on peut pas juste exporter nos émissions, on peut pas juste tourner le dos aux violations des droits humains qui se passent en dehors d'Europe. Et quand par exemple, Madame la sénatrice a donné l'exemple de mines, s'il y a des enfants qui travaillent dans les mines, est-ce qu'on peut tourner le dos à ça si ça ne se passe pas dans les frontières européennes? Et pour moi, si on veut être honnête, non, on ne peut pas faire ça en fait. Et ça pose une limite c'est une dépendance. Mais c'est une bonne dépendance, c'est une des valeurs qui unit l'Europe. Donc, mais malheureusement, les tendances aujourd'hui, par exemple, avec les aides d'État, là, on passe d'un moment très fragile, ça c'est sûr, parce que le Covid a aussi créé beaucoup de problèmes économiques qu'on n'attendait pas du tout. Et malheureusement, la tendance, c'est de baisser nos critères écologiques pour aider à l'industrie. Par exemple, dans les aides d'État aux compagnies aériennes, qui est un des secteurs les plus polluants, il n'y a eu aucune restriction verte sur les aides d'État que la Commission aurait pu faire. Il y avait de la pression même de certains membres du Parlement européen. Donc là, oui, on est limité là-dessus peut-être, mais si on est vraiment rattaché
à cette valeur, il faut continuer avec ce que je veux dire. Il faut pas mettre le pacte vert à côté juste pour créer des géants digitales ou bien d'améliorer l'industrie. Et dans ce cas, moi, je voudrais souligner que l'Europe, de toute manière, on ne peut pas copier-coller les stratégies américaines pour créer des géants numériques européens, parce que les États-Unis, c'est une société totalement différente d'Europe. Je voudrais parler. Le problème, c'est que, bien sûr, je suis au courant des divergences au sein des pays européens aussi. Par exemple, quand on parle des GAFA, bien sûr, une des grandes questions, c'est la matière de taxes, des impôts. Et pourquoi les GAFA ne payent pas d'impôts en Europe? Ça, c'est quand la Commission européenne prend un pas, et après, en utilisant une loi européenne, des fois, peut-être c'est pas une bonne voie, et peut-être comme Irlande en fait ne fait pas ce genre de faveur que à Apple, et c'est pour toutes les entreprises qui viennent s'installer en Irlande. La Commission européenne ne peut pas tout le temps faire ce qu'elle veut pour taxer les GAFA. Ça c'est sûr. Mais je voudrais pas parler de divergences aujourd'hui. Je voudrais parler des valeurs qui unissent l'Europe. Je vais généraliser, mais l'Europe, c'est un capitalisme plutôt social. On n'a pas le même modèle de capitalisme qui existe aux États-Unis aujourd'hui et les stratégies qui existent aux États-Unis depuis les années 60. L'Internet existe, l'Internet a été créé aux États-Unis dans les années 60 et le Silicon Valley existe depuis très longtemps. On peut pas juste essayer de créer des petits Silicon Valley aux États-Unis, on peut pas créer des startup nations, on peut pas juste augmenter le capital de risque pour pouvoir créer des géants numériques. Notamment, en fait, on sera trop en retard parce que les États-Unis ont déjà fait tout ça il y a très longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les frontières européennes avec les valeurs européennes? Je crois qu'on doit réfléchir à ça et on doit partir de ça pour si on parle d'une autonomie stratégique européenne en matière de digital. C'est-à-dire, dans ce contexte de capitalisme social, l'Europe, si elle peut, et ça c'est une autre question bien sûr, parce que comme disait monsieur Simon, c'est construire les conditions au niveau politique pour prendre certains pas pour une autonomie stratégique en digital. Ça aussi c'est très difficile. Mais par exemple, est-ce qu'on peut créer, si on veut vraiment concurrencer Google en matière de recherche en ligne, est-ce qu'on ne peut pas créer un moteur de recherche européen avec une aide européenne? C'est juste un exemple, mais je veux dire, si on veut continuer sur les valeurs européennes, on ne peut pas juste copier-coller les stratégies américaines et essayer de faire les mêmes choses ici. Je voudrais conclure en disant que, bien sûr, il y a une volonté pour une Europe indépendante peut-être en matière digitale, mais je vais répéter, mais ça doit partir des valeurs européennes et non des valeurs extérieures. Et notamment, juste un mot sur la Chine. La Chine, c'est pas du tout un modèle adapté que l'Europe peut copier non plus. C'est pas du tout un modèle, par exemple, en termes de surveillance. Ça ne va pas du tout avec ce qu'on appelle les valeurs européennes. Et là je crois qu'il y a aussi des grands efforts à faire, surtout en matière de digital, pour la sensibilisation des populations européennes, pour que les gens comprennent, le citoyen comprend ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il doit se donner, la dépendance technologique. Est-ce qu'on veut vraiment être dépendante? Est-ce qu'on ne veut pas être dépendante? Et ça, je crois que c'est faisable. C'est faisable si c'est pas faisable en Europe, c'est faisable nulle part. Donc, je vais conclure ici et comme ça, peut-être on peut continuer avec les questions. Merci. Merci infiniment. C'est extrêmement intéressant, effectivement, de réfléchir au modèle européen par rapport au modèle américain et au modèle chinois. On a parfois effectivement l'impression que les Américains
réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire d'abord et ensuite à ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire ils font et ensuite ils régulent. Et on peut avoir l'impression que du point de vue européen, on réfléchit d'abord à ce qu'on doit faire et ensuite seulement à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on régule avant d'innover. Et donc, tu disais que le réflexe américain, c'est plutôt d'innover avant de réguler. Donc, on aurait une Europe qui est régulatrice avant d'être innovatrice et des États-Unis qui sont innovateurs avant que d'être régulateurs, ce qui pose la question du modèle chinois. Qu'on aurait un capitalisme social européen, un capitalisme un peu plus débridé outre-Atlantique et un capitalisme d'État finalement du point de vue chinois. Et la question, c'est en fait, est-ce que l'Europe avec un modèle propre peut avoir à la fois, en partant de ses valeurs, peut s'instituer puissance d'équilibre, puissance autonome, sans être coincé entre ces deux différents modèles, qui semblent relativement efficaces finalement, puisqu'on a on a les GAFAM outre-Manche. Du point de vue chinois, on a vu que ANT et Alibaba étaient en fait sous la coupe d'une régulation d'État assez forte et donc d'une Chine qui défend ses intérêts politiques de manière relativement forte. Et finalement, entre tout ça, est-ce que l'Europe peut développer un modèle propre qui, comme le rappelait la sénatrice Hélène Connemouret, qui, comme le rappellent aussi les questions qu'on reçoit dans le chat, prennent en compte la question finalement du climat, de la biodiversité, de la transition verte, qui sont pour le coup effectivement un domaine dans lequel l'Europe est à la pointe. Hélène, est-ce que je peux vous poser cette question-là finalement? Est-ce qu'on peut réussir à construire ce modèle européen en partant d'un capitalisme social, en partant des valeurs européennes, sans finalement être pris dans l'étau entre la Chine et les États-Unis, et sans être pris non plus dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et sans peut-être être pris dans la guerre finalement géopolitique et stratégique entre la Chine et les États-Unis. Olivier, j'aimerais vous dire oui, mais je crois que le duopole sino-américain aujourd'hui s'impose à nous et peut-être une chance pour l'Europe finalement de se dire que, en effet, si elle ne veut pas être la vassale de l'un ou de l'autre, comme le disait Enrico Letta, de devenir une colonie chinoise ou une colonie américaine et d'avoir le choix entre les deux, eh bien, il faut qu'elle soit forte, qu'elle prenne confiance en elle. Je crois que nous avons absolument toutes les capacités et si les Chinois, pendant très longtemps, ont envoyé leurs étudiants dans nos universités et continuent un petit peu à le faire, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus pour s'intéresser à certains éléments de technologie de pointe sur lesquels ils ne sont pas tout à fait à notre niveau et d'essayer de ramener ça chez eux. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient des décennies de retard par rapport à notre évolution technologique et les capacités que nous avions. Donc, il faut que nous ayons confiance que nous pouvons continuer à avancer et que nous devons être forts parce que, en effet, les points qui ont été soulevés par les deux intervenants, c'est que nous devons être en capacité aujourd'hui de défendre nos valeurs et les normes que nous souhaitons avoir. Nous avons accepté les normes américaines, mais nous voyons très bien que les normes chinoises vont s'imposer à nous au fil du temps quand la Chine sera en capacité financière, militaire et autres de s'imposer au monde. Et à ce moment-là, est-ce que nous serons suffisamment forts pour en effet défendre notre capitalisme social, c'est en effet un terme que l'on peut utiliser, ou pas? Vous savez, que ça soit le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Chine, le Royaume-Uni avec le Brexit, les États-Unis ou la Chine,
ce sont des concurrents sur le plan économique qui ont tout intérêt à notre division. Et là aussi, une citation, dit la Chine aime beaucoup l'Europe, mais fractale, c'est-à-dire divisible à l'infini. C'est ce que le Royaume-Uni a essayé de faire avec le Brexit. Essayer de nous diviser, souvenez-vous, pendant les 6 ans, ce qui s'est passé. Et quand l'Europe a cette capacité à être unie et se dire que nous avons un marché de 500 millions de citoyens, une puissance économique et financière très forte, et enfin mettre de côté nos divisions internes parce que chacun essaye de défendre ses intérêts nationaux avant de prendre en compte l'intérêt européen, eh bien, à ce moment-là, oui, nous aurons une Europe politique, oui, nous aurons un ministre des Affaires étrangères qui ne sera pas humilié quand il ira à l'étranger parce que l'Europe sera prise suffisamment en compte pour ce qu'elle est et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que cette concurrence interne, vous savez, Valéry Giscard d'Estaing m'a dit un jour une chose très juste, il me dit en fait, quand les Européens auront compris qu'ils doivent venir à la table européenne avec un panier plein, le poser sur la table et le partager au lieu de venir avec un panier vide et essayer de le remplir et de repartir avec un maximum de choses chez eux, eh bien l'Europe avancera. Je trouve que c'était une très très belle métaphore, mais nous n'en sommes pas encore là. Donc voilà, moi j'aurais des réponses après sur dépendance et comment nous pouvons avancer sur les premières questions, Olivier, que vous avez posées. J'ai eu le temps d'y réfléchir en écoutant un petit peu mes deux amis. Ok, très bien. Ce que je vous demanderais peut-être aussi, d'ailleurs, à tous les intervenantes et intervenants à la fin, c'est d'évoquer peut-être une ou deux idées concrètes, parce que c'est vrai qu'on peut parfois se diluer dans des débats qui sont assez abstraits, y compris sur le duopole américano-chinois. Et si vous avez une ou deux pistes justement pour essayer de concrétiser en fait ce modèle européen, dans le chat, on parle par exemple de Quant. Qui est, alors moi j'y connais rien, mais je crois que c'est un moteur ou un navigateur ou un moteur de recherche européen qui peut être une des pistes. Mais bon, ce que vous disiez est très intéressant, la métaphore du panier. En fait, j'en ai deux autres. On a parfois l'impression que l'Europe, notamment depuis la crise économique et financière, est devenue un peu introvertie. C'est le grand basculement entre l'Europe qui était un peu plus optimiste au tournant du siècle et qui cherchait à exporter ses valeurs et qui cherche aujourd'hui, plutôt qu'à exporter ses valeurs, à ne pas importer les crises et les chaos qu'Édouard mentionnait dans son environnement stratégique. Et en étant un petit peu plus introverti, on a l'impression qu'effectivement les États membres viennent à la table européenne davantage avec leurs préoccupations nationales pour essayer d'en extraire un juste retour, extraire un juste retour des politiques européennes pour pouvoir remplir leur panier. Le problème, c'est que la mécanique européenne n'est pas vraiment faite pour fonctionner comme ça. Donc, en fait, ça ne peut que faire patiner la mécanique européenne dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce que quand les peuples voient que la mécanique européenne patine et que chacun n'y voit que son intérêt national, en fait, ça renforce mécaniquement la tendance à vouloir défendre uniquement son intérêt national. Il y a une deuxième métaphore que j'aime bien, alors qui n'a rien à voir avec notre discussion d'aujourd'hui, mais à laquelle je pense souvent. C'est en fait c'est un philosophe français qui s'appelle Gilles Deleuze qui avait évoqué ça dans son abécédaire et qui parlait en fait des différentes manières d'adresser une enveloppe postale. Et il disait qu'en fait, en Europe, on avait l'habitude de mettre son nom, puis sa rue, puis son quartier, sa ville et son pays. Et il prenait l'exemple, je crois, de la Corée du Sud, où en fait c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on partait du pays, et puis par cercle concentrique, on rétrécissait jusqu'au nom de sa rue et au nom de l'individu. Et parfois, pour essayer de construire l'Europe en partant de soi, en partant de ses préoccupations et ensuite essayer de les juxtaposer pour en créer quelque chose, ça peut avoir tendance à créer
l'impression d'un plus petit dénominateur commun. Alors que si chacun venait à la table en se considérant d'abord partie de la famille européenne et ensuite essayer de dégrossir les intérêts européens sans naturellement oublier l'intérêt national, mais d'essayer de construire une sorte de consensus comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de l'intérieur vers l'extérieur, ça pourrait fonctionner. Édouard, j'ai quelques questions qui sont très intéressantes pour toi dans le chat. La première, c'est en gros, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de laisser hors de l'Union européenne les 6 pays des Balkans, dans la mesure où ils sont soumis à toutes ces influences dont on a parlé dans la discussion, notamment les routes de la soie? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Deuxième question qui est plus générale, finalement, l'aboutissement d'une commission européenne géopolitique est-il finalement condamné par le principe de l'unanimité qui régit la politique étrangère et de sécurité européenne, puisque comme vous le savez, il faut qu'on agisse par unanimité, parce qu'en fait, les questions de défense et les questions de politique étrangère restent véritablement en Europe la prérogative des capitales européennes. On essaye de contourner aujourd'hui un peu ces enjeux par le vote majoritaire, à majorité qualifiée. Est-ce que peut-être que le vote à majorité qualifiée peut être justement une des solutions concrètes pour avancer du point de vue géopolitique? Et enfin, donc Édouard, pour toi, par rapport à ce que tu as développé, comment peut-on maintenir une autonomie stratégique au sein de l'Europe sans exclure la Pologne, sans exclure les États baltes, sachant que les intérêts nationaux sont différents, que certains craignent la Russie et que pour d'autres, la Russie est le cadet de leurs soucis? Comment créer un consensus entre ces multiples lignes d'horizon? Voilà, donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la quadrature du cercle. Et pour moi, la métaphore de Gilles Deleuze est intéressante parce qu'en fait, au lieu de partir de la ligne d'horizon telle qu'on la voit, Deleuze préconisait de partir de la ligne d'horizon elle-même, donc de partir de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de l'inverse. Mais Édouard, je te laisse avec tout ça. Merci beaucoup Olivier, et je vais tenter d'être court pour laisser la place à d'autres questions. Peut-être juste un point sur cette question, enfin je vais jeter juste mon idée comme ça, même si tu me l'as pas adressé, mais sur la question du Google européen et de Quant, je voudrais juste dire, enfin l'Europe a des fonds limités, hein, on a des capacités limitées, il faut qu'on choisisse nos batailles. Faisons attention à ne pas nous lancer dans les batailles d'hier. La bataille de demain, je ne suis pas certain que ce soit de faire le moteur de recherche européen. La bataille de demain, c'est celle de l'intelligence artificielle et c'est même la bataille d'aujourd'hui. Et donc, faisons attention à bien choisir nos combats et nos priorités d'investissement. Voilà, bon, ça, c'était juste une parenthèse. Pour revenir à tes questions, est-ce qu'il est raisonnable de laisser hors de l'Union les pays des Balkans? Non, probablement pas, non. Enfin, je veux dire, il faut garder en mémoire d'une part que le projet européen, c'est pas seulement un projet économique, c'est un projet politique, c'est un projet de civilisation, que dans ce projet de civilisation, les peuples des Balkans ont toute leur place et effectivement, par ailleurs, on a intérêt à construire une unité également territoriale pour incarner cette souveraineté européenne, cette autonomie stratégique européenne. Alors je sais que ça pose des questions parce que il y a cette question de l'influence chinoise dans les Balkans, des routes de la soie. Et effectivement, il faut ouvrir une perspective à ces pays des Balkans et il faut l'ouvrir rapidement. Mais je me permettrai juste de souligner que la question des routes de la soie, elle se pose aussi au sein de l'Union européenne et que le format 17 ou 18 plus 1, c'est un format où il y a 17 États membres de l'Union européenne qui discutent en bilatéral élargi avec la Chine sans la Commission européenne ou les institutions européennes et les 10 autres pays européens. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on peut avoir une Europe géopolitique avec l'unanimité?
C'est une bonne question et en même temps c'est une question qui est éternelle. Je ne sais pas si si le fait de passer à la majorité qualifiée, ça résoudra tous les problèmes. Probablement ça fluidifierait la situation, c'est clair. Ça mettrait une autre logique de négociation. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on arriverait plus facilement à prendre des décisions? Non, parce que on reste, enfin, l'Union européenne n'est pas un État. Ça reste une fédération de 27 États. Et on continuera à prendre en compte les intérêts des différents États et de chaque État. Et on ne mettra pas jamais en minorité un État sur des intérêts vitaux, cruciaux pour lui. Donc, ça ne nous exemptera pas de la difficulté de créer du consensus à 27. Et on peut se dire que effectivement la QMV, donc le vote à majorité qualifiée, c'est un outil qui est pratique, c'est vrai, ça change les dynamiques de négociation. Cela étant, quand on regarde l'utilisation qui en est faite, finalement, c'est peu utilisé dans les faits. On va construire du consensus, mais on ne va pas utiliser et rarement mettre en minorité nos partenaires européens. La fois où on l'a fait récemment, c'était sur la question de la répartition des demandeurs d'asile et des migrants, même si j'aime pas ce terme, pendant la crise de 2015. On a mis en minorité l'Europe centrale et orientale, avec et en particulier la Pologne et la Hongrie, avec comme résultat que ils ont accueilli 0 réfugiés, et le fait qu'on s'est depuis une crise politique entre l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale qu'on a approfondie. Donc on a tout perdu dans ce genre de cas. Donc je pense qu'il faut ne pas tout résumer à cette question de majorité qualifiée versus unanimité. Est-ce qu'on peut maintenir le cap vers l'autonomie stratégique européenne sans exclure la Pologne, les États baltes? C'est pas qu'on le peut, c'est qu'on le doit. Et donc, si on le doit, on le pourra. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, si on commence, encore une fois, le projet européen, c'est un projet à 27. Même l'euro, qui est une forme d'intégration différenciée dans les traités, il y a, me semble-t-il, uniquement le Danemark qui n'a pas vocation à y rentrer. Avec la sortie du Royaume-Uni, tous les États membres, à l'exclusion du Danemark, ont vocation à rentrer dans l'euro. C'est peut-être une vocation qui est lointaine, mais c'est une vocation quand même. C'est un projet qui est inclusif, qui est basé sur la notion d'inclusion. À partir du moment où vous rentrez de la division, c'est le début des problèmes. Et si on exclut les Polonais et les Baltes, pourquoi est-ce qu'on n'exclurait pas non plus les Allemands? Après tout, on n'est pas à 100% sur la même ligne avec l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire l'Europe entre Français. Donc, on a besoin, ne serait-ce que pour donner une stabilité, une assise stable à cette autonomie stratégique, d'avancer à 27. Et ça, je pense que c'est clair. Après, je pense ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois au niveau européen de réussir à construire du consensus, mais c'est aussi nous, chacun à nos niveaux nationaux, intégrer que le niveau européen, c'est plus de la politique étrangère, c'est pas de la politique étrangère, c'est de la politique intérieure. C'est-à-dire que quand on définit notre politique étrangère vis-à-vis de pays tiers à l'Union, nous devons prendre en compte les intérêts de nos partenaires, même si c'est pour avoir une voix qui est différente. Et clairement, sur la question de la Russie, on a intérêt à avoir des voix plurielles sur la relation entre l'Europe et la Russie, parce que les Russes sont nos voisins, mais on a intérêt à le faire de manière coordonnée et à minima de ne pas mettre nos partenaires européens devant le fait accompli. Ça, je pense que c'est le pire des choses, c'est une machine à créer de la défiance. Merci, merci beaucoup, Édouard. Ton intervention a généré aussi beaucoup de questions, donc j'y reviendrai très brièvement. Ayşe Gizem, alors sur les questions technologiques, en gros, parmi les questions que j'ai reçues, je t'en note quelques-unes. Donc je me demande dans quelle mesure notre tendance à trop réguler empêche la floraison d'une recherche et développement, de l'innovation et d'une industrie qui contribuerait à nous fournir finalement cette autonomie stratégique. Pour être un peu polémique, j'ai une question sur la France. La France ne devrait-elle pas se lancer dans une autonomie technologique sans l'Europe?
On voit actuellement le succès que prend la plateforme de communication française Olvid, que je ne connais pas, depuis les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, qui a été régulée par Facebook. Et enfin, une question un peu rigolote. Les valeurs européennes semblent être un frein en matière de surveillance ou de données personnelles par rapport aux GAFAM ou à la Chine. Mais quitte à se faire surveiller, ne vaudrait-il pas mieux se faire surveiller par l'Europe que par les États-Unis et la Chine? Je referai ensuite un dernier tour de table très rapide en demandant aux intervenants éventuellement une ou deux idées concrètes. Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer par la question de direction d'innovation, en fait. Et je suis là-dessus, je suis vraiment d'accord avec vous, Monsieur Simon, dans le sens que on n'est pas obligé de créer une régulation qui s'appelle Digital Markets Act avec une apparence de faire quelque chose contre les GAFAM. Si tout ce qu'on veut, c'est de créer un autre moteur de recherche, ça, on peut faire sans régulation. On met 1 million. Déjà, Google a pris beaucoup d'amendes de la Commission européenne dans les 3 dernières années, qui arrivent à 8 milliards d'euros. Et un de ces milliards, on met à côté pour créer un moteur de recherche au lieu de nous rentrer dans un débat de régulation qui va durer 3 ans, 4 ans, et avec beaucoup d'activités de lobbying, avec beaucoup de dépenses de recherche. Et vraiment, là, la question, c'est, en ce moment, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'IA, c'est le quantum computing, ce n'est pas du tout le prochain moteur de recherche. Et là, il faut se poser la question, c'est quoi la direction d'innovation qu'on veut en Europe? Et là, l'Europe a la position de se poser la question grâce aux valeurs européennes, en fait. Ce qui a créé l'Europe. Par exemple, la protection de la vie privée, la protection de l'environnement. Et là-dessus, en fait, malheureusement, quand on voit les stratégies de l'IA ou des data de la Commission européenne, en fait, ce n'est pas du tout un langage de puissance. C'est vraiment un langage de, voilà, on va faire une coopération public-privé parce que mon impression, et c'est juste une impression, mais mon impression, c'est que il n'y a pas une confiance, au côté européen en termes de, oui, on sait ce qui se passe en matière d'IA et on peut contrôler la direction d'innovation parce que c'est ça le problème aux États-Unis en fait. La direction d'innovation n'est pas du tout contrôlée et il y a un modèle extractiviste. On voit ça avec le modèle d'Uber, comment ça se passe, la relation entre Uber et l'entreprise, ou bien l'extraction des data par les modèles économiques, c'est ça en fait. Donc, dans ce sens, l'Europe a, je crois, le pouvoir de poser ces questions, mais elle ne les pose pas, elle ne les pose pas en ce moment. Et là, oui, les moyens européens sont limités, bien sûr, et c'est aussi parce que l'Europe n'est pas un État en soi. Ça aussi, c'est une raison. C'est pas comme les États-Unis qui a beaucoup de moyens, qui a le budget par exemple, je crois que c'est en matière d'IA qui a le même budget que l'Union européenne sur un an que l'Union européenne a sur 7 ans. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, l'Europe a maintenant créé beaucoup de programmes comme l'Horizon, EU Invest, les partenariats. L'Europe fait confiance à ses universités et l'innovation qui sort des universités, ça, c'est beaucoup plus différente que l'innovation que sortent des entreprises qui sont guidées par des motivations de profit. Ça, c'est clair. Donc, dans ce sens, je ne crois pas dans le marché. Moi, je ne suis pas du tout. Donc, je réponds à une autre question. Parce que laisser le marché créer les innovations, personnellement, je ne crois pas en ça. Parce que, premièrement, en Europe, comme a cité Madame la sénatrice, on n'est plus dans un. En fait, l'Europe est sortie de ses origines économiques et technocratiques. Ce n'est pas juste un marché unique, l'Europe. Et on ne peut pas juste se baser en faisant des régulations ou bien en créant voilà, nos politiques en digital et verte. On ne peut pas juste se baser sur les concepts de marché, on peut pas se baser sur la notion de consommateur quand, en fait, avec l'IA, avec l'Internet des choses, par exemple, avec l'accélération de l'Internet des choses, ça, on peut plus juste dire, voilà, le consentement de l'utilisateur est très important, mais à qui et à quoi le consommateur ou le consommateur en termes européens va donner son consentement. La chose est là, on commence à l'utiliser tout de suite, c'est connecté à l'Internet. Et ça, par exemple, là,
d'un côté, on essaie de réguler les GAFA, et le Digital Markets Act est par exemple basé sur cette question de faire créer de la concurrence, en fait, même si le mot concurrence, on ne trouve pas dans le DMA. Mais de l'autre côté, en fait, c'est plutôt, on doit se poser les questions de comment on peut avoir un consentement qui a de sens. Comment l'utilisateur donner du pouvoir à l'utilisateur, en fait. Et quand je dis l'utilisateur, c'est le citoyen. C'est le citoyen européen. Et je suis pas non plus dans le surveillance. Oui, on se fait surveiller par les Américains ou par les Chinois. Et là, par exemple, en disant que l'Europe est un modèle différent que la Chine, je parle de ça parce que c'est la surveillance par l'État, ça va quand même pas avec les valeurs européennes. Et dans ce sens, est-ce qu'on a le pouvoir de créer des innovations sans avoir cette notion de surveillance qui vient aussi c'est une notion de profit, en fait. Ça existe parce que les entreprises veulent faire des profits. Et dans ce sens, est-ce qu'on peut créer des innovations qui sont pas basées sur ça? Oui. Et c'est aussi parce que l'Europe est maintenant un pays soi-disant développé et les gens ont aussi les moyens de payer pour certaines choses. Oui, je généralise encore, mais les moyens qu'ont pas les gens en Turquie, par exemple, les gens en Europe ont. Donc, ils ont le pouvoir de payer peut-être le pouvoir de rachat au lieu de donner leurs données. Et je vais juste conclure avec un exemple. Par exemple, Google va racheter Fitbit. Là, en ce moment, il y a des procédures en cours. Et la Commission européenne a donné son autorisation à Fitbit, au rachat de Fitbit par Google. Fitbit, c'est comme une montre qui collecte des données de santé. Et la Commission européenne a interdit à Google d'utiliser ces données en matière de publicité en ligne. Mais ce n'est pas du tout la question de publicité en ligne. Ce que Google veut faire, en fait, avec ces données, c'est d'utiliser en matière d'IA et la santé. Donc là, il faut se poser toutes ces questions et il faut se poser la question de à quel point sont au courant le citoyen européen de tout ce qui se passe, en fait. Je crois que ça c'est très important. Excusez-moi, j'ai trop parlé. Merci Voilà. beaucoup. Non, mais du coup, on a reçu plus d'une centaine de questions. Donc, je suis désolé si je ne peux pas tout aborder. Je trie un petit peu. Je vais juste donner aux intervenants l'occasion, on dépasse un tout petit peu, l'occasion aux intervenants de donner le mot de la fin. S'ils souhaitent donner une ou deux pistes concrètes, ça serait très volontiers. Juste avant, je voulais juste vous faire part d'un témoignage très intéressant qu'on a reçu d'un auditeur qui est d'origine chinoise. Il dit « J'ai vécu en Chine les violences du régime communiste chinois vers la fin de la révolution culturelle et le massacre à Pékin à l'été 1989. Le régime chinois aujourd'hui est un régime qui souhaite faire de son objectif final d'imposer sa puissance à l'échelle mondiale. Il est la deuxième entité économique mondiale. Depuis ces 2 dernières années, le Parti communiste a réussi à infiltrer aux États-Unis certains domaines, l'éducation, les médias, la finance, les technologies, le domaine scientifique, l'industrie. Est-ce que l'Europe est capable de résister à ça et pourquoi pas, est-ce qu'il ne serait pas à nous, Européens, d'envoyer à notre tour nos étudiants, nos étudiants en Chine. Il y a aussi une ou deux questions sur l'OTAN qu'on n'a pas du tout évoquées, Hélène Conway-Mouret, mais on n'aura pas malheureusement le temps de tout aborder. Je vous laisse le mot de la fin de votre côté. Écoutez, la dernière question et l'intervention d'Aïcha, à laquelle je m'inscris complètement. Moi, je dirais que voilà, nous n'allons pas aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité financière des 8 000 milliards de dollars qui quand même représente 4 fois l'ensemble du CAC 40 et c'est la capitalisation boursière aujourd'hui des 5 principales entreprises du numérique. Donc, nous n'avons pas cette capacité en Europe. Donc, je crois qu'il faut être réaliste, mais se dire comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons développer des outils pour protéger les fondements démocratiques
face aux cyberattaques. Vous avez vu que des hôpitaux aujourd'hui sont attaqués en France, le cyberespionnage. Et là, ce sont à la fois nos institutions et nos infrastructures vitales qui sont menacées et ce que nous devons protéger. Aujourd'hui, il n'est pas question de chars russes ou d'outils militaires. On peut déstabiliser un pays tout simplement en manipulant les votes pour des élections, en manipulant des données personnelles. Et je crois que nous avons tout intérêt à reprendre la main et à nous protéger en tout cas de cela, protéger à la fois les libertés et la sécurité de nos citoyens. Je pense que c'est une absolue priorité. À un moment où nous sommes dans un climat de peur maximale, il y a à la fois les menaces terroristes et puis également malheureusement cette épidémie qui fait que, et je peux vous dire, puisque je suis parlementaire, que nous acceptons des lois qui sont tout à fait liberticides au nom justement de cette lutte contre cette épidémie où on surveille de plus en plus les gens. Les Français et les Européens acceptent cela, et je crois que dans un autre contexte, il y aurait des émeutes dans la rue. Si les gens, quand les citoyens prendront conscience des lois qui ont été mises en place en Europe, quand nous sortirons de cet état d'urgence, je crois que beaucoup seront absolument choqués de la façon dont nous avons laissé cette surveillance finalement individuelle s'installer. Alors moi, s'il y a simplement puisque c'était votre question, une piste à suivre, je dirais qu'il faut investir massivement dans l'innovation, dans la recherche. Il faut faire en sorte que nos chercheurs, qui sont de très grande qualité, cessent de partir à l'étranger où ils vont apporter finalement le fruit de toute leur éducation qui leur a été fournie gratuitement et qui arrive dans un pays pour développer des technologies de pointe, de rupture et ainsi de suite. Et surtout, dans ces technologies vertes, et Aïcha avait tout à fait raison, et cela va passer par l'innovation. Donc, nous avons besoin de cela, et je pense que c'est la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si nous voulons protéger notre régime démocratique et nos valeurs démocratiques, cela doit passer par des investissements au niveau européen sur la base des valeurs que nous avons et que nous sommes plus ou moins les seuls aujourd'hui, malheureusement, à posséder, et nous devons vraiment les défendre bec et ongle, et cela passe par des investissements locaux, et ça ne passe pas du tout par les questions de défense. Mais je crois que de toute façon, ce serait peut-être pour un autre moment, puisque nous avons déjà dépassé notre temps. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Je n'ai pas vu toutes les questions, mais j'ai trouvé ce débat absolument passionnant, et merci pour votre invitation. Écoutez, merci beaucoup, et désolé d'avoir un petit peu débordé. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que en fait, on s'est aperçu quand même depuis quasiment une décennie que l'Europe était devenue un petit peu réactive. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, on réagit à l'agenda, aux choses qui sont mises à l'agenda du point de vue médiatique, par exemple, par le fil Twitter de Donald Trump ou par les questions de surveillance en Chine. Et on a l'impression que l'Europe devrait, plutôt que d'essayer de réagir ou de se défendre vis-à-vis de ça, tout simplement de s'assumer comme un acteur avec des intérêts propres et de mettre ses propres enjeux, ses propres intérêts à l'agenda pour faire réagir les États-Unis ou pour faire réagir la Chine, ce qu'on ne fait pas toujours. Édouard, je te laisse peut-être aussi de ton côté le mot de la fin. Je n'évoque pas toutes les questions qu'on a reçues parce qu'il y en a beaucoup, et je vous remercie infiniment pour tout ça, mais il y en a notamment une qui était très intéressante, qui disait qu'en fait, comment construire une autonomie stratégique alors que l'identité de l'Europe n'est pas forcément établie, que ses valeurs restent un petit peu à définir, et que les intérêts de ses membres sont parfois divergents. Mais c'est peut-être aussi ça la beauté de l'Europe, c'est que c'est une construction qui se meut. C'est une construction qui se meut, quoi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je ne, bien sûr, répondrai pas à ta question parce qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour y répondre. Mais oui, je vais plutôt me concentrer sur la question que tu nous as posée. Quelle piste concrète? Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on fasse là dans les 2 ans qui arrivent, c'est il faut qu'on réussisse le plan de relance. C'est une condition qui est absolument essentielle. Il faut qu'on réussisse le plan de relance, et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, réussir le plan de relance, c'est est-ce qu'on arrive à recréer de la convergence et de la cohésion
entre Européens, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de cohésion, notamment dans les domaines économiques, que les Européens se font de la concurrence entre eux, que c'est de plus en plus difficile et que ça a été très difficile cette dernière décennie de faire émerger du consensus. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est aussi, il faut que du coup, puisque c'est un plan de relance qui est basé sur l'investissement, qu'on investisse ensemble sur des domaines d'intérêt partagé. Et que c'est précisément, on évoquait deux domaines tout à l'heure qui sont la transition écologique et la transition numérique. C'est deux domaines sur lesquels, en national, on est trop petit. Je veux dire, la France, même l'Allemagne, sont trop petites pour relever seules le défi de l'IA. On a besoin d'être au niveau européen. Donc, il faut que nous investissions ensemble et qu'on reconstruise de la cohésion en réussissant le plan de relance. Merci beaucoup, Edouard. IFXM, il y a une des questions qui portait sur ce que disait la sénatrice sur la manière de sortir l'innovation des universités avec des partenariats publics-privés, notamment pendant la crise du Covid qui a pu montrer certaines difficultés dans ce domaine-là. Est-ce que ça peut être une piste, ou est-ce que toi, de ton côté, tu as une ou deux autres idées concrètes? En fait, oui, en termes d'idées concrètes, j'en ai beaucoup, mais peut-être on n'a pas suffisamment de temps, mais je suis tout à fait d'accord avec mes amis d'autres intervenants, dans le sens que oui, on doit venir à la table avec des paniers pas vides, des paniers remplis. Et c'est pour ça, je ne crois pas en division non plus. Sortir de la France avec l'idée de, oui, Startup Nation, la France a beaucoup développé ces dernières années, mais face aux États-Unis, la France, les investissements en France, c'est minuscule. Donc la France aussi prend sa force à un certain point de l'Europe, de l'unité. Et c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec l'idée de l'unité en Europe dans la transition digitale et verte. Et en termes d'idées concrètes, oui, l'idée de partenariat, ce que je vois de mon côté, ce que j'ai élaboré déjà, le fait de baser l'innovation sur les intérêts commerciaux, c'est pas la bonne direction. On peut pas juste laisser l'innovation au marché et aux entreprises. Donc c'est pour ça, on doit aussi faire confiance aux universités européennes, ce qui va être encore plus difficile si on revient à l'Union européenne, mais pas à l'Europe, parce que le Royaume-Uni est sorti et le Royaume-Uni avait des universités avec beaucoup de financement, qui n'est pas forcément le cas pour le reste des pays européens. Et là-dessus, heureusement, la Commission européenne est au courant de ça, et le programme Horizon est dans ce sens est vraiment super. Donc, il y a déjà des pas, mais je pense qu'on doit augmenter ces efforts, en fait. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci. Merci d'avoir conclu ça sur une note d'optimisme. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir rejoints, les intervenants, de nous avoir fait le plaisir et de nous rejoindre ce soir pour débattre de tout ça. On a posé beaucoup de questions, on n'a pas forcément donné beaucoup de réponses, mais j'espère que ça vous donnera du grain à moudre. Je vais clore cette visioconférence puisque nous sommes désormais le dernier obstacle entre vous et votre dîner. Il me reste simplement à préciser que la dernière conférence de ce cycle ce cycle organisé par l'Observatoire du Covid sera le 24 mars prochain et portera sur la géopolitique et le genre. Voilà, ça viendra conclure ce cycle. Donc, IFXM, Hélène Konemure, Edouard Simon, merci infiniment. Désolé encore d'avoir un tout petit peu débordé. Et merci à tous nos auditeurs qui nous ont posé tant de questions ce soir. C'était tout à fait passionnant. Très bonne soirée à vous et à la prochaine fois.